Ah oui, dis donc. On est en ligne. Moi, je suis ce qu'on dirait pas un rénovateur castor bricoleur ou rénovateur Rona. La première fois, j'ai annoncé à la mère de mes enfants que je faisais un flip. Elle m'a regardé, puis il y a un sourcil qui est devenu haut, puis un sourcil qui est devenu bas. Comme elle était un petit peu incrédule en mes talents de rénovateur. J'ai dit, pourquoi? T'as pas confiance en moi à faire un flip? Elle a décroché un câble sur le mur, puis elle a dit, écoute, ben, ça te prend 8 trous pour installer un câble. Donc aujourd'hui, on a invité le spécialiste Hugues Nadeau pour venir nous parler de rénovation, de construction. Donc je pense que ça va pouvoir aider tous les mordus dans leur projet. Hugues Nadeau est un entrepreneur général, chroniqueur à Radio-Canada pour l'émission Marina Orsini. Possède plus de 20 ans d'expérience malgré son jeune âge. Il me semble que tu as de l'air enfant pour quelqu'un qui si tu connais Castor Bricoleur, on a le même âge. On a le même âge, parfait. C'est une référence dans le milieu. Son objectif, c'est de partager ses méthodes, ses passions, ses connaissances à tous les gens qui en ont besoin, dont les mordus. On le voit souvent sur la plateforme des mordus partager des capsules. Il touche à plein de sujets différents reliés à la rénovation et la construction. Je vous présente notre invité, Hugues Nadeau. Bienvenue, Hugues. Merci. Merci d'être venu. Je pense que c'est la première fois qu'on a un live où est-ce qu'on a, je te dirais, là, 3 pages de questions de mordus qui nous ont envoyé ça d'avance. Donc, merci à toi de venir inspirer les mordus comme ça. Peux-tu nous parler un petit peu de ton chandail avant qu'on commence? En réalité, solide, conforme, esthétique. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était l'équation pour réussir dans la construction. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas moi qui l'écris, c'est à force de me faire répéter par mes clients, après l'expérience qu'ils vivaient avec moi, ils disaient, c'est le fun avec toi, c'est solide. Puis c'est le fun parce que tu es conforme, tu es tout le temps sur la coche pour les informations que tu nous donnes, puis tu nous montres des fiches techniques pour nous aider. Puis à la fin, ben, c'est beau. Solide, conforme, esthétique. Oui, puis ça, je trouve, c'est l'équation parce qu'il y a plein de choses qui sont conformes, mais qui ne sont pas nécessairement solides, que tu peux améliorer. C'est pour ça que solide est avant. Là. Je vais te donner un exemple bien bête, pour facile à comprendre. Tu peux te faire une douche puis mettre le Gyproc vert. Okay? Ouais. C'est conforme. Mais si tu le prends, à la place de mettre le Gyproc vert, tu mets du fibrociment. Ah, et ça, c'est solide. Fait que tu es solide avant conforme. Tu restes conforme. Ouais. Mais tu as fait de quoi de plus solide. Puis tu as juste investi 30$ de plus pour la paix. Bon, ça va. Puis là, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs portes. Je te donne un exemple. Tu as des portes, tu as des blocs. Tu sais que les gens ils ne viendront pas dire que le coulis est brisé dans leur céramique. Non. Puis l'eau va s'infiltrer. Si tu as du Gyproc vert, ben, l'eau va finir par migrer dedans. Puis ils vont t'appeler quand il va y avoir 2 tuiles qui vont décoller. Exact. Là, mais il est trop tard. Là. Pour 30$ dès le départ, si tu avais mis du fibrociment ou un permabase, ben, tu sais que l'eau aurait rentré. Merci, Laurent. Le coulis aurait laissé rentrer l'eau, mais ça ne se serait pas détruit. Donc, tu n'as pas à recommencer. Fait que tu vois, il y a une subtilité. Ouais. C'est un petit 30$ de départ. À long terme, Ben, pas à long terme, c'est au départ. Tu comprends? Donc, tu vois la différence entre solide, conforme, puis que ça reste esthétique. Good. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, notre décor a changé. On a des solins, on a du bois, on a de la membrane. On va vous montrer tout comment ça marche. Moi, j'ai mis des tranches de mur pour les questions de certaines personnes. Exactement. Fait qu'il y a des questions qu'on a préétablies. Donc, on a même du visuel à vous proposer. Première question des mordus. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un entrepreneur est fiable? Est-ce qu'il y a un registre pour ça? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on fait affaire avec lui pour avoir de bonnes références de sa part? Ben, c'est une drôle, je n'ai pas pensé à ça. Tu vois le site qui est ici, là, c'est un site... shq.ca. Ça, c'est un site où est-ce que les entrepreneurs peuvent s'inscrire. Ouais. OK? Puis ça devient, autrement dit, c'est à la grandeur du Québec. Ça te permet de, si tu es un entrepreneur là, il faut que tu aies une licence. Et à partir de là, si, mettons, que tu crées une job, le client peut aller sur le site, je cherche un entrepreneur qui est dans sa région, puis demander des demandes de soumission. Okay. La beauté du site, c'est que pour les entrepreneurs qui ont déjà travaillé, il y a des cotes à côté où est-ce que c'est les clients qui ont coté l'entrepreneur. Puis tu peux contacter les clients avec qui ont fait affaire avec cet entrepreneur-là sur ce site-là. Ça peut aider. Mais comme c'est un site qui est relativement nouveau, peut-être 2 ou 3 ans, à ce moment-là, peut-être qu'il n'y aura pas d'entrepreneur de ta région qui est dessus, mais c'est un exemple. Mais une chose simple, l'entrepreneur, tu demandes des travaux, puis l'entrepreneur est prêt à venir travailler chez vous la semaine prochaine. Pose-toi une question. C'est rapide un peu. Oui, parce que moi, mon calendrier est 6-7 mois booké d'avance. OK. Donc, il faut se prévoir d'avance pour avoir un bon entrepreneur. Ben, si t'es bon, des travaux, je veux ça la semaine prochaine, il risque de tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'ouvrage. C'est ça. Parce qu'en ce moment, de l'ouvrage, il y en a. Là. Ouais. 2, le plus important, puis ça je le dis souvent, quand vous avez un entrepreneur qui vient, soit vous l'avez en référence d'un ami, déjà là, ça va bien. Ouais. L'entrepreneur vient chez vous, se présente, c'est bien. Vous posez vos questions. S'il n'enlève pas ses bottes, engagez-le pas. Oui, j'ai des claques, moi.
J'ai dit Ouais, tapis. ça, c'est correct. S'il n'y a pas de tapis, mais ça, vous savez juste quand tu l'engages. Ouais, on roule des tapis, Ça, c'est en Renault. Mais ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que la première question qu'on pose, notre gut feeling est important. Ce qu'on ressent, on le garde en dedans de nous parce qu'on a chacun de nous, on a une expérience sur ce qu'on a vécu avant. Ouais. Bon, ça c'est un, ça ne nous trompe pas, puis ça donne tout le temps la vérité en général. Deux, on dit à l'entrepreneur qui est là, merci, est-ce que tu peux me donner 5 références de travaux qui ressemblent aux miens? Exemple, tu fais ta salle de bain. Tu m'appelles. Moi, tu m'appelles, ben moi, c'est instantané. Quand quelqu'un m'appelle, c'est parce que j'ai travaillé pour quelqu'un mais mettons que j'ai pas travaillé avec quelqu'un qui connaissait la personne, c'est complètement un nouveau client. Okay? J'arrive tout de suite. Il m'a appelé pour une salle de bain. Je sais que j'ai, dans mes poches à moi, là, j'ai, mettons, 10 dernières salles de bain que j'ai faites avec les dates, le montant de la salle de bain que ça a coûté la facture, puis le nom du client. Moi, c'est standard pour moi, c'est ma transparence. J'arrive, je rencontre le client, il me montre ce qu'ils veulent, je dis, regarde, je te donne tout de suite 10 clients que j'ai fait des salles de bain. Pas nécessairement comme la tienne, là, mais regarde, tu as différents montants. Tu en as 10 000 $, tu en as 6 000, tu en as 22 000. Okay? Puis là, j'évalue spontanément, je vais arriver, puis je vais évaluer grosso modo les demandes. Selon la dimension, selon la qualité de l'immeuble, l'âge de l'immeuble. Mais rappelle-toi, quand tu fais rénover ta salle de bain, ça fait longtemps que tu y penses. Okay? Fait que d'habitude, les madames, là aujourd'hui, c'est Pinterest, mais avant, c'était des scrapbooks. Bon. Puis là, il arrive avec Pinterest, je veux ça, je trouve ça, je trouve trop beau, ça, je trouve ça beau. Fait que grosso modo, ça me donne une idée comment ça peut coûter. Je vais dire, bon, exemple, ta salle de bain, je m'attends que ça te coûte autour de 17 000. De même, parce que j'en ai plusieurs de fait. Par contre, là, je te donne un prix budgétaire. Je ne commencerai pas à tout calculer parce que les gens n'ont pas tout acheté, leur céramique, leur bain, leurs choses comme ça. Là. Sauf que pour ma première visite, je dis, regarde, je vais te donner des références. Puis grâce à ça, c'est un bon investissement. Tu as le temps d'y penser. Ça fait peut-être 5 ans que tu penses à ta salle de bain. Téléphone mes clients. Ils savent que tu peux les téléphoner. Okay. Puis si tu regardes sur ma liste, j'en ai un client, je l'ai peut-être fait il y a 7 ans. Si je l'ai fait il y a 7 ans, lui, quand tu vas l'appeler, j'ai aucune honte, j'ai aucune gêne. Il va dire, regarde, ça fait 7 ans, elle a très bien vieilli. Ça coule pas. Elle a bien vieilli, je l'aime encore. Parfait. Fait que autrement dit, c'est la même chose. Tu veux savoir si ton entrepreneur est bon? Demande-lui. Pas juste ses clients du mois passé, mais si les clients il y a 5 ans. Tu comprends l'idée? Si tu en demandes 5 d'une job comme la sienne, c'est sûr qu'ils ne ont pas fait dans la dernière année. C'est sûr. Okay? Il va en avoir un qui va avoir au moins 2 ans ou 3. Exact. Okay? Puis lui, là, il va avoir 3 ans. S'il y a eu des remords ou il ne s'est pas bien entendu, il est arrivé quelque chose. Ou que la job vieillit mal. Il va te le dire. Parfait. Fait que ça, là, c'est le de base. 5 références. Okay? Puis jamais comparer des prix. Avant, quand on engage un entrepreneur, on compare la compétence de l'entrepreneur par rapport, puis comme on ne peut pas l'évaluer parce qu'on n'est pas des entrepreneurs, par rapport aux références. Parce que les références, ils ont vécu avec, ils ont travaillé, ils ont eu des résultats. Moi, je fais des rénovations l'an passé, puis ils ont resté 6-7 semaines à la maison. C'est presque rendu des colocs. Ils arrivent à 7 h le matin, ils partent à 4 h l'après-midi. À un moment donné, il faut que tu aies des bonnes références de ces gens-là. Puis souvent, tu es appelé à partir, les laisser seuls dans ton lieu de vie. Fait que ton lieu de vie, c'est... Je veux dire ce qui m'est arrivé. J'ai eu des clients qui m'ont demandé de mettre leurs enfants à l'autobus. Ah ouais? Je suis en train de faire une salle de bain, puis je faisais salle de bain et cuisine en même temps. J'étais là 1 mois et demi. Donc, tu faisais salle de bain, cuisine et gardienne. Oui, c'est ça. Là, un matin, tout le monde se branle pas de combat. La madame ne peut pas rester. Elle me demande, ça fait 2 semaines que je suis là, peux-tu mettre mes enfants au chemin et rester au chemin avec eux? Les mettre au chemin. Moi, d'habitude, c'est les vidanges puis le recyclage que je mets au chemin. Mais c'est pour te dire, là, c'est vrai, il faut que tu aies une relation. Puis une autre chose que tu vas te rendre, moi, je m'en suis rendu compte, là, tu deviens comme un barman. Parce que tu vois, à un moment donné, souvent, il y en a qui vont rentrer dans la rénovation pour sauver des coupes. Ça arrive, ça. Ah ouais? OK, mais là, des fois, tu arrives, il y a des tensions dans la maison. Là, j'ai appris. Je pense qu'aussi, les rénovations créent des tensions parce que là, le confort à la maison n'est plus le même. Là. La poussière. La poussière. Okay. Madame avec la poussière. Et les messieurs, certains messieurs, fais attention, il y a des messieurs aussi, je peux te dire. Je fais mon meilleur culpa. Je peux dire que j'ai des madames qui ne comprenaient pas que ça salissait à rénover. Je peux te dire, j'ai eu des messieurs qui ont eu de la poussière dans leur espadrille, là, puis ils m'en ont voulu. Ah ouais? Parce que c'est son espadrille de course, là. Puis j'ai mis de la poussière dedans par accident, là, puis bon. Mais tout ça pour te dire, je vais te donner un exemple. Simple. Tu sais que tu préviens la personne, on va être 6 semaines chez vous. Tu sais que tu es dans la poussière. Tu dis à la personne, regarde, nous autres, on est à 65 $ de l'heure. Moi, je prends 1 heure à tous les jours avant de partir pour toutes tes poussetés. Es-tu d'accord avec ça ou tu fais le ménage? Ah, bonne question. Là, les gens me disent, ouais, 65 $ de l'heure, 5 heures par semaine, 5 jours. 4 gars, tu sais. Non, un gars quand même. OK, fait que là, j'ai mon Swiffer, j'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer, puis on abrit un peu. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu préfères faire le ménage le soir? Là, les gens me disent tout, la première semaine, aucun problème, on le fait. 100% du temps, la deuxième semaine, c'est moi qui fais le ménage. Ah ouais? Parce qu'une semaine à temps plein à faire de la poussière de Jeep, à nettoyer les madames ou les messieurs en venant de travailler, décident de ne pas le faire. Mais tu fais ça le vendredi, c'est fini là. Tu peut-être comme faux, puis tu te dis, fais ça le vendredi. C'est pas tout le temps évident. Ouais. J'aimerais ça dire que c'est aussi facile que ça, mais mon expérience n'est pas là. Puis il y en a que ça les fatigue plus que d'autres. Puis tu le vois, hein, les enfants se promènent dans Moi, je suivais les entrepreneurs avec une balayeuse. C'était bien plus facile. Voilà.
Il y a une petite question pour moi, tu me permets que j'y réponde? Oui. S'il est possible, j'ai une question à 2 piastres et quart pour Jocelyn. Quel est le de Ronald Thériault, quel est le software utilisé pour gérer les immeubles? Ce serait très apprécié pour lui. Nous, pour l'instant, on utilise Magex. Magex, c'est une formule qui est conviviale. On a la formule, tu as 2 formules. Une formule web, où tu vas être dans le cloud, ou une formule où tu peux downloader le logiciel puis avoir. On a opté, nous autres, pour la formule web, tout simplement parce qu'on voulait pouvoir l'avoir sur les téléphones cellulaires de nos employés, donc tout le monde peut communiquer ensemble. Donc, Magex, un outil fantastique. Il y a Opem aussi qui peut être bon. Souvent, les gens avec plus de 1000 portes vont opter pour Opem. Puis de 0 à 500 portes, ça va être plus vers Magex. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ronald, on va aller peut-être sur les nouvelles questions de ce soir, avant de passer aux autres. Oui. Hélène Clermont qui est Madame VIP à Montréal. Chaque fois que je vais dans un bal ou dans une soirée mondaine, Hélène est là avec son Kodak et son cher mari. Donc, on te salue, Hélène. Bonjour, lorsque nous avons un sinistre et que notre assureur nous dit allez avec un de nos entrepreneurs Réseau Confiance, les travaux sont garantis tant aussi longtemps que vous possédez votre bien immobilier, vrai ou faux? Merci. C'est-à-dire que si nous allons avec notre entrepreneur, nous ne sommes pas garantis par notre assureur. Est-ce que c'est vrai, cette histoire-là? En partant, un entrepreneur, s'il fait un travail chez vous, comme il porte la licence d'entrepreneur, il est responsable à vie de ses travaux. Ouais. Via la RBQ? Non, via lui-même. Via lui-même. Oui, okay. via lui-même. C'est pour ça que tu vois autant d'entrepreneurs qui sont dans des compagnies numériques et qui disparaissent. Là. OK. Parce qu'autrement dit, si tu fais un travail chez une personne et puis que tu as une malfaçon, okay, qui cause un problème. Normalement, nos assurances, à nous les entrepreneurs, on a une assurance pour réparer, pas la malfaçon, le dégât causé par la malfaçon. Je fais un exemple simple. Je te pose une fenêtre, je l'ai mal installée, l'eau rentre. L'eau vient briser ton plancher de bois franc. À ce moment-là, mon assurance responsabilité va te payer la réparation de ton bois franc, mais elle ne paiera pas la réparation autour de la fenêtre et le mur qui est endommagé par ma malfaçon. Donc, c'est responsable à vie. C'est moi qui dois payer ma poche et que je viens réparer. Parce que tu as un vice de construction. Exact. Autrement dit, l'entrepreneur est responsable. Si tu passes par un entrepreneur d'assurance ou qui est référé par une assurance, dis-toi une chose, c'est la même chose, on a la même responsabilité des entrepreneurs. Michael Trudel qui nous dit une question qui doit être demandée souvent. Quels sont les rénaux qui apportent le plus de valeur à une maison en vue d'une revente? Salle de bain cuisine. Salle de bain cuisine. Oh, maintenant, il y a une autre chose qui est très importante. La fameuse salle familiale. Ah, OK. Comme tout est... comment on appelle ça quand il y a beaucoup de multimédia? Multimédia, domotique. Bon, ce qui est... Domotique, ça, je suis pas sûr que c'est encore payé. C'est payant. Ça, OK. ça. Mais multimédia. Multimédia, oui, parce que insonorisé pour le son, les câbles passés, ou même temps, tout est Bluetooth, là. Je pense que ça prend des prises USB maintenant après les prises de mur. Hein? Ben, au lieu de courir les blocs un peu partout, il y a les Bluetooth USB directement. Là. Mais la salle familiale avec l'écran multimédia, je me suis rendu compte que c'est très payant parce que c'est pas quelque chose qui coûte cher à faire. Tu peux donner un beau son en cachant, en faisant en prenant du sonopère, mettre du tissu par-dessus, tu auras un acoustique comme de cinéma pour peu de frais. Okay. Puis tu peux avoir quelques encastrés. Autrement dit, là, ta salle familiale, qu'il y avait les jouets qui traînaient partout, là, puis là, tu es rendu à aller ramasser les jouets parce que les enfants sont plus vieux. Transforme-la en salle multimédia. L'impact des gens quand ils descendent, là, le confort de se sentir bien, là, c'est comme les agents d'immeuble qui disaient fais cuire un gâteau. Avant la visite. Ouais, les muffins, les gâteaux, j'ai essayé ça. Bon, mais mets une télévision. Sauf que mes muffins ne levaient pas, mais ça sentait bon quand même. L'odeur était là. C'est l'odeur qui est importante. Mais salle multimédia, c'est payant puis c'est pas cher. Comment être sûr d'un entrepreneur de sa qualité de travail pour Michel Trudel encore? Je pense référence. On a parlé 5 références tout le temps. Donc, on revient avec nos questions qu'on avait en avance. J'aimerais lui demander quelles sont les... Vincent Poirier qui dit, j'aimerais lui demander quelles sont les meilleures rénovations pour améliorer l'insonorisation dans un immeuble tout en bois. Il pensait à faire du plafond suspendu. Oui, là, tout en bois, c'est pas facile. Mais l'insonorisation, là, je veux juste vous dire, c'est pas un art mystique. Dans le code du bâtiment, si vous allez dans l'annexe, vous avez toutes les coupes. À cette page-là, en plus. Oui, collez un peu ma page, mais c'en est une. Je vais donner un exemple. L'insonorisation, ils vont toujours calculer l'indice de transmission du son. L'indice de transmission. Donc, regarde, c'est marqué. La vibration du son va passer à travers. Tous les immeubles à logement que tu as, tous les locataires doivent avoir un indice de transmission de son de tous les murs d'au moins 50. 50, techniquement, on ne s'entend pas parler.
OK. Puis il y a aussi l'indice d'impact, ça c'est l'impact au plancher. Je te confirme que mes blocs n'ont pas un indice de 50 parce qu'on s'entend parler. Bon, mais tu vois, normalement, comment ça donc? C'est régi par le code du bâtiment, Mais puis il aurait dû l'être. bâti 70-80, il aurait dû l'être aussi quand même. C'est juste que c'était moins surveillé. C'est en plein ça. OK. Puis pour insonoriser, on n'a pas besoin il n'y a pas une formule à grand coût de matériaux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a juste une façon de faire. Le code du bâtiment là, va te montrer très clairement dans l'annexe, regarde, ils te le disent. On monte sur le mur, on a un pan de mur ici. Bouge pas. On ne peut pas toucher au micro, mais on va faire attention puis on va le sortir. OK. Ça, c'est ton pan de mur. OK, OK. Je ne sais pas si la caméra va le voir, mais toi, tu vas être les yeux des gens si ça passe pas. OK? Parfait. ITS, indice de transmission de son. Tu le vois-tu? ITS? Je vais te tasser la caméra. Je le tiens. Puis Ouais. toi, tu vas t'organiser pour constater quelque chose. Parfait. Là, on voit tout. On est là? OK. Qu'est-ce que tu vois ici? Comment ça s'appelle ça? Barre résiliente. Barre résiliente. Pas Parfait. pire pour un débutant. OK. Gypsum demi, compte le nombre de couches de gyps sur la tranche de mur qui est ici. Deux couches de chips. De l'autre côté. Une couche. Bon, juste pour vous dire, ce mur-là, il y a un indice de 53. On a battu 50 qui est exigé. Parfait. OK? On n'a rien qui coûte une grosse fortune. Donc, entre deux voisins, je ne suis pas obligé de faire double chips sur chaque côté. Fais attention parce qu'il y a un indice de parce qu'il y a du feu aussi pour que tu respectes. Moi, ce que je te parle, là, si tu n'as pas respecté l'indice de feu, là, celui-là, OK, il donne un indice. Autrement dit, entre deux chambres à coucher, Oui. OK, lui, il est conforme. OK. On a mis de la laine rose. OK? Laine rose, laine verte. Le code du bâtiment, on fait des tests. Il n'y a aucune différence entre la laine de roche ou la laine de fil de verre. OK. Même indice. La laine verte est juste un peu plus dense, je pense. C'est de la roche. Sauf que la seule chose de la laine verte, là, c'est que si l'eau va dedans, elle ne se deviendra pas toute défaite. Mais il n'y aura pas d'eau dans ta maison. Et pour le prix, si tu veux juste insonoriser, tu payes pour rien en mettant de la laine de roche. Parce que le code, on fait des tests, puis il arrive à un résultat égal. Parfait. L'autre chose, tu vois ici, on a seulement 3 gyps. On arrive à un indice de transition de 53. Donc 53, on n'est pas supposé s'entendre. On essaie dessus. Okay. Mais l'assemblage est facile. Je te donne un exemple. Si toi, ils disent, là, ça c'est écrit, là qu'on a le mur, ils disent qu'il doit être, le gyps compose doit être désolidarisé. Solide, désolidarisé. Okay? Ouais. Ça veut dire que si toi, là, ici, tu as ton plafond, ça c'est ton mur, puis ton plafond, tu as ta barre résiliente sur ton gyps, mais toi, tu t'en vas poser ton gyps, puis tu ne l'appuies pas sur la barre résiliente, tu l'appuies sur la solide de plancher d'en haut. Là, il est solide. Là, il est solide, mais là, c'est pas conforme. OK. Contrairement à mon gilet. Faut pas qu'il se touche. Si tu touches si tu poses ton gyps et tu touches la solide de plancher, tu viens, tout ce que tu as fait là, marche Ça pas. paraît. Donc, je dois poser mon gyps de plafond avec la barre résiliente avant. Oui, puis Ensuite, j'ai un côté sur le proche de gyps. sur le gyps et non sur la solide. Puis rappelle-toi que le plafond, ton plafond, tu vas mettre, si tu viens appuyer ton gyps ici, qu'est-ce qui va arriver du plafond sur ton mur? La même chose. Tu vas solidariser, donc tu vas transmettre le son. Fait que Donc, il faut que j'arrive comme de quart de pouce, quart de pouce. une boîte, c'est ça, ça se touche pas. Donc, les poseurs de gyps, souvent, ils vont trouver qu'ils appuient. Ils appuient. Tu as fait toute la formule, tu ouvres le mur, puis pourquoi tu dis que ça ne marche pas? Je m'entends. Et en quelque part, il y a un gyps qui touche le bois qui ne devrait pas toucher. Puis là, la vibration de la voix. Tout transféré. Fait que toute ta sandwich, ta tranche, là, tu vas entendre le son des gens dans le haut du mur. Ça, en principe, les poseurs de gyps, ils savent ça. En principe, Ils sont juste trop pressés. oui, le mot juste. Donc, toi, tu te dois de superviser. Superviser puis vérifier tout Ouais. ça. Fait qu'autrement dit, moi, quand je vois un mur qui est parfaitement correct, là, tu sais, je vois que la tranche est correcte, moi, je fais un trou dans le haut du mur avec un emporte-pièce, puis je m'aperçois que le gyps colle. Je sais que c'est pour ça qu'on entend. Là, est-ce qu'il y a un truc après ça? Il faut juste ouvrir et retirer les joints. Arrêtez, il faut couper la partie qui touche pour tirer le joint. OK. Mais ce que je veux t'expliquer, regarde, on a un gyps, une demi, pas cher, 7 piastres la feuille. Un gyps, une demi. Les montants sont au 24 pouces dans ce mur-là, entre nos chambres à coucher ou notre cinéma maison qu'on a dit. Ouais. Est-ce que tu vois du sonopan? C'est le son soutien là pour que ça verse. Oui. Le fameux sonopan, OK? Est-ce que tu en vois? Aucun. Non. Et pourtant, sans sonopan, ça vaut 24 $ la feuille. Là. Une feuille de gyps, là, ça coûte juste 7 à 8 $. Mais j'aurais pu mettre entre mon stud puis mon gyps un sonopan pour être encore plus haut en. Tu aurais gagné 2. Ah, juste deux. Ouais. Puis va sur le site de Sonopan, tu vas prendre la même tranche de mur, puis pour 22 $ plus l'ouvrage, tu gagnes juste un indice de 2. Puis, regarde bien. Deux, c'est pas fort. Tu n'as pas gagné grand-chose pour l'investissement que tu mets. Puis le temps, tu le poses. Là. Ouais. Okay? Puis en aucun temps, excuse-moi, dans le code du bâtiment, tu vas voir une installation de Sonopan. Sonopan, c'est une marque. Mais un carton fibre, jamais. OK. C'est toujours laine, barre résiliente, gyps. OK. Jamais d'autres matériaux. Il
Puis regarde bien ce qu'on fait comme exercice. On a du stock pour vous autres, là. On a travaillé fort aujourd'hui. Là, je recommence. on part. On met la tranche de mur comme ça, est-ce qu'on la voit? Bon, tu vois, j'ai mis de la laine. Là, la différence, tu peux remarquer, on a un stud au 16 pouces. Ah, C'est une cloison c'est normale. quoi la différence? Tantôt, on avait au 24. Ouais. Regarde, je t'avais. C'est important que tu ne vises pas en même place ou tu peux viser en Oui, même place? tu pourrais, mais techniquement, là, c'est que avec la gyps sur gyps, là, si tu as de la vis avec des gros filets, tu peux visser gyps dans le gyps. OK. Donc, c'est juste de prendre la vis qui va là, ou tu revises dans Tu t'assures aussi en bas, tu touches pas. Exact, en espace bien bravo. Je Donc, comprends ça. le mur, autrement dit, désolidarisé, le gyps ne touche pas au plancher. Et regarde bien, j'ai laine de roche, laine de fil. Même insonorisation, je l'ai déjà dit. Ouais. Et là, on va compter les gyps. Combien t'as de gyps cette fois-ci? 4. 4. L'autre, j'avais combien? 3. J'arrive à. Oups, on va le virer. Le grosseur de voiture, on va laisser faire. Est-ce que tu vois la subtilité que je veux te faire? Je veux juste vous faire comprendre ça. On a rajouté une feuille de gyps et on a le même facteur de, Même facteur. de transmission du son. OK. Quelle est la seule différence qu'il y a Les 16 pouces. au lieu des 24? Qu'est-ce que ça change? Ah, il y a plus de De transmission. transmission. Parce que tu as un morceau de solide de plus. OK. Mais est-ce que tu comprends? Donc, entre les chambres, je suis mieux de mettre du 24, je Tu vais restes. une feuille de gyps. Oui, OK. Mais si tu rajoutes une feuille de gyps sur le même assemblage, tu vas en gagner 4. Moins cher que le sonopin. Puis, je vais gagner 4 points. Oui. OK. Donc, Puis si, là, on a du 1,5. Si on avait mis du 5,8, OK. là, on gagnait 58 qu'on serait arrivé. OK. Je veux juste te faire comprendre, on n'a pas parlé du sonopin, le gyps coûte vraiment pas cher. Puis la subtilité qu'il faut juste comprendre au niveau de l'insonorisation, c'est que c'est le solide versus une barre résiliente qui coupe la vibration, puis l'autre solide qui est le gyps qui est entre deux feuilles. Puis ça, là, on n'a pas réinventé la roue. Si on prenait un code du bâtiment 78-80, on a la même tranche. Alors, je te dis, on a les mêmes coupes parce qu'ils ont été faites il y a longtemps. OK. Donc, c'est pas normal, si on est en 2018, qu'on n'a pas d'auto qui vole, tu comprends? On paye encore 25 litres mon truck fait 25 litres au 100. Et c'est pas plus normal que ça, c'est dans une maison, on n'ait pas déjà ça clairement établi, puis que tout le monde sache ça. Ouais, On n'a c'est pas ça. réinventé la roue. OK? Puis je veux juste Ça, c'est au code de 85, tu dis? tu donnes la coupe que j'ai là. Ouais. J'en ai une que j'ai photocopiée, je vais la donner à Mademoiselle Chloé, là, puis ils pourront la faire paraître sur le site. Là. Je travaille comme concierge dans un vieux bloc des années 35. OK. Ils ont décidé d'insonoriser. Là, j'étais concierge, j'étais à l'université, je devais avoir quoi, 19 ans, 20 ans. Puis on s'entendait d'une chambre à l'autre. Le propriétaire, il dit je vais aller m'informer. Ils nous ont donné une feuille de papier, ils ont dit on va essayer de mettre ça dans les murs pour que ça marche. Je l'ai la feuille. Je l'ai toujours refotocopié. La date, je l'ai dans mes affaires depuis quoi? Je suis à l'université en 87, et je l'ai depuis 88-89. OK. Cette tranche de mur-là donne un indice de 58. Ah ouais? OK. Puis, elle coûtait juste gyps. Puis, Fait que dans le fond, les nouveaux produits, c'est plus du marketing. dans le fond, tout a déjà été étudié par des gens de haute compétence. Le cas du bâtiment, c'est des ingénieurs, des architectes, des tests en laboratoire. Puis ça, ces tranches-là existent depuis longtemps. Puis ton bloc 80, c'est pas normal qu'il fasse pas de son parce qu'en 80, Ça aurait dû être. 50, donc aucune transmission. Il y avait la résistance au feu. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le code. Dernièrement, là, il y a eu des ajouts pour les infiltrations d'eau, des choses comme ça, mais pas tant. On a Diane Rioux, ça doit être ta mère, elle dit super bon choix d'invité. Non, c'est une farce. Question pour l'insonorisation d'un mur séparant de deux appartements. Est-ce que la norme de construction Sonopar barre résiliente et 2 J-Proc sont mieux que la laine roche et montant 2 J-Proc? Ah, ben je viens de répondre. On y a répondu déjà. Mais je vais t'arrêter. Okay? Donc, dans le fond, selon toi, là, c'est. Le sonopin n'est pas obligatoire. Sonopar, pas obligatoire, premièrement. Trop Deuxièmement, dispendieux. trop dispendieux, puis il ne donne pas l'effet escompté. Là, t'sais. On Autrement pense dit- qu'on va aller chercher plus parce que. Rappelle-toi qu'on a du gyps une demi. Si on avait payé du gyps 5,8, on aurait battu. On serait encore moins cher. Pour le prix d'un sonopan, on aurait acheté 2 gyps 5,8 de 12 pieds. Ouais, On aurait encore bien plus d'insonorisation. exact. Ok. Parfait. Puis, c'est le même temps de pause, on s'entend? Ben oui, c'est pas plus long. Ouais. Puis là, tu as une masse encore Un plus. petit peu plus lourd, je pense. Oui, c'est plus lourd, c'est sûr, Ouais. mais quand même, tu comprends le. Ah, c'est sûr. Hey, pour l'insonorisation, j'aimerais ça t'arrêter parce qu'on va passer à autre ça, chose. c'est quoi, Lève-le, toi qui parles de lourd. ça? Ouais, c'est lourd, ça. Je l'ai passé tantôt. Ça, c'est des gens qui m'ont écrit, là, des mordus à moi personnellement. Là. Ils m'ont parlé de comment faire. Comment faire pour insonoriser? J'entends la toilette de mon voisin d'en haut qui flush, puis j'entends l'eau du robinet ou quand il vide son bain.
ils ont mis de la laine rose ou verte dessus, puis ça n'a rien changé en temps pareil. Parce que dans un tuyau de plastique, quand l'eau passe, que tu mets de la laine rose, de la laine verte ou n'importe quoi, Le son est là. et le son est là, tu ne le couperas jamais. Mais chez nous, c'est la même chose. Si quelqu'un flush en haut, Tu ça l'entends. passe proche du salon. Si on est dans le salon, on entend l'eau passer. Là. Et chez vous, là, si ton constructeur, toi, tu construis ta maison, là, puis tu dis, ah, moi, j'ai vécu ça à mon ancienne maison, je ne veux plus faire ça. Tu demandes à ton plombier, il va acheter du Barimat. Barimat, c'est écrit B-A-R-Y, mat M-A-T, tout d'un mot. Du Barimat, c'est pas donné. Mais il n'a pas tant dans ta maison. Tu vas avoir mis 500$ pour insonoriser ta plomberie, là, ça va être beau. Là. Regarde ce que c'est. C'est tout simplement une membrane très dense. OK. Cette membrane-là, tu fais juste. Ça a l'air du rubber un peu. Exact, ça ressemble du rubber, plus un un petit foam, Ouais. un quart par-dessus. Puis tu as vu le poids que ça pèse? Ouais, très lourd. Puis le rouleau n'est pas plein, là, je l'ai déjà utilisé. Ouais. Là. Ça, si tu enroules ça autour de ta plomberie de PVC ou ta plomberie d'ABS, là, Ouais. où est-ce que c'est ton retour d'eau? Dans les retours. Ouais. Puis le fond du drain, le drain du bain, tout ce qui est retour d'eau. Mhm. Si tu as pris ça avec, c'est seulement posé avec du tape, là. OK. Tu n'entendras plus rien. Fait que je fais juste faire le tour, un coup de tape rouge, mettons. Non, mais il y a, Il y a un tape spécial? Ouais, spécial. Le tape rouge fait la même affaire, parce que Ok. c'est pas le tape qui insonorise le tape, il faut tenir le Ouais, c'est ça. produit. Tu comprends? L'important, c'est que le Je tape. vais mettre quel côté? Ça contre le plomb. Ce parti-là contre la Le plomberie. mou, le foam contre la plomberie. Exact. Et celui-là, c'est ce que tu vas voir. Parfait. Tu mets ça. C'est vrai que ça n'en prend pas beaucoup. Non, tu comprends? Puis le plombier, lui, il est supposé d'avoir un rouleau, il va te le vendre. Tu as mis 500$, c'est tout. 500$ pour une maison que tu vas avoir pendant 25 ans, là, pour pas entendre le bain couler ou la toilette, ou pire que ça. Tu as deux loyaux dessus de ta tête, puis tu entends tout le temps leur bain couler ou la toilette flusher le matin, puis ils ne se lèvent pas à la même heure que toi. Ça, c'est l'histoire qui est arrivée. Ouais. Fait que la personne ne se lève Je pas suis en même d'accord temps. avec ça. Fait que Barimat, okay, c'est exprès Parfait. pour ça. Barimat. Grosseur maximum d'un trou qu'on peut passer dans une solive et la distance entre chaque à respecter. Bonne question, parce que tu vois, il y en a que. Maintenant, on a des poutrelles ajourées, on a des poutrelles en I. Les poutrelles en I, les autres, ils ont des trous pré-marqués, on peut percer. Mais si tu as une vieille maison qui est faite avec des solives, j'avais vu ça, tu as une vieille maison avec des solives en bois. OK? Fait que les solives, vous comprenez que c'est ce qui tient ton plancher. Oui. Bon, mais là, tu as une maison, c'est pour ça que ça m'est arrivé dernièrement aussi. Tu veux faire un loyer dans ton vieux bloc, au sol, mais tu n'as pas la hauteur. Tu aimerais ça passer tous tes fils puis percer. Ouais. Là, ça te fatigue un peu parce que tu as un bloc 1960. Puis là, tu vois qu'il y a déjà des trous, puis tu voudrais tout refaire ton électricité, passer ta plomberie, puis ton nouveau panneau électrique, tu veux faire des trous. Là, tu as peur un peu où tu fais tes trous. Le code du bâtiment, ce qu'il dit, là, OK, c'est que normalement, regarde bien, je ne sais pas si. Normalement, ta solive est appuyée sur le salage ou sur quelque chose de dur. Bon, tu as l'appui qui est ici. Les deux premiers pouces sont touche à rien. Bon, les deux premiers pouces éloignés de l'appui, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de clouer, de tout percer les deux premiers pouces dans le haut, puis les deux premiers pouces dans le bas. Ça va? Ça, c'est facile. Tout le reste de la zone ici, tu as le droit de percer. Okay. Maintenant, comment? Là, pas facile. Je cherche dans le code du bâtiment, ils me disent tu as le droit de percer un trou maximum la hauteur d'un quart de la hauteur. Fait que tu vois, celui-là, il mesure 9 écarts. Fait que le maximum, un quart de 9 écarts, ça donnait 2 écarts. Le plus gros trou que je peux percer dans ma solive, c'est 2 écarts. OK. Un quart de pouce de la hauteur ici. Puis je peux en percer combien? C'est ça qui est quand même curieux. Il n'y a pas de réponse claire. OK. OK? Ce que ça dit, c'est que tu as le droit de repercer un trou de la même grosseur. On le voit-tu, le dessin sur l'écran? Vous le voyez? Parfait. Ce qui est indiqué, c'est que tu as le droit de repercer un autre trou de la même grosseur en autant que tu respectes 2 fois la distance, la grosseur du trou. Fait que le trou 2 écarts, je peux en faire un autre. Mais techniquement, je pourrais en faire sans arrêt. Je pourrais transformer ma solive comme un gruyère. Ouais. Donc, il faut se servir du gros bon sens. Gros bon sens, à un moment donné. Oui, du gros bon sens. Mais de toute façon, en principe, on n'a pas pas tant de 12. stock à poser. Exact. Là. Mais je vais donner des trous d'un pouce, passer des fils électriques ou de la plomberie, on en met pas mal. Ouais. Ça veut dire que si tu fais un trou d'un pouce, tu attends un pouce, 2 pouces, tu en fais un autre. Là, tu pourrais en mettre subséquemment quelques-uns sans techniquement Et affaiblir. toi, tu ferais quoi? Tu ferais un trou de 2 pouces écart ou 5 trous de 1 pouce? Ça, c'est ça pour un tuyau d'aspirateur central ou un tuyau de plomberie. Là. Puis les autres, là, je ferais les trous les plus petits possibles. OK. Ouais. Moi, l'électricité, je fais des trous de 3 quarts de pouce, 1 pouce. Mais c'est ça la question. Ce qu'il faut être très important, 2 pouces, 2 pouces. Puis techniquement, on n'est pas supposé affaiblir notre pièce. Parfait. Selon vous, les cheminées de drain français, droit de regard, devraient-ils être obligatoires au Québec? C'est déjà Si fait. oui, pourquoi? Ah, c'est déjà obligatoire? Oui. C'est maintenant obligatoire. Oh, ça doit faire. Mais il n'y avait pas de rumeur qui disait qu'il ne fallait pas avoir ça. Non, non, parce que je ne vois pas pourquoi ils feraient ça, parce que c'est au lieu autrement dit, si tu veux aller nettoyer ton drain, au lieu de prendre ta pelle puis creuser à côté de la maison, ben, tu as accès. OK. Okay? Puis la beauté tu sais que les drains sont faits parce que les compagnies, les aspirateurs, les gros camions aspirateurs, tu sais que c'est pour ça qu'il y a 2 drains. Tu me prêtes ta feuille? Oui. Bon.
Les deux drains, là, j'ai vu des gens ici à Longueuil, je suis pas loin, là, où est-ce qu'ils sont fait mettre un seul cheminée. Tu comprends? C'est toujours deux, un à côté de l'autre. S'il y en a un, là, il y a un problème. Puis les cheminées, là, sont faites comme ça. OK? Autrement dit, là, la cheminée s'en va dans cette direction-là. Ça, c'est ton drain. OK? Ça, c'est ton drain. Puis là, la cheminée s'en va ici. Puis la cheminée s'en va toujours à l'opposé, puis l'autre à l'opposé. C'est pas facile à comprendre. Mon dessin n'est pas extraordinaire, là, mais ce que je veux vous faire comprendre, pourquoi il y a deux cheminées? Donc là, cette cheminée-là descend, s'en va par là. Cette cheminée-là descend, s'en va par là. Oui, parce que lui, là, il va passer sa machine, OK, puis elle va aspirer. Et il va mettre dans un des tuyaux, il va mettre l'aspirateur, puis dans l'autre tuyau, Il va faire un jet d'eau. il va envoyer un jet d'eau qui appelle le rat. OK, puis le jet d'eau, lui, il pousse par en arrière, puis un petit peu par en avant. Fait que grâce à ça, il peut aspirer. Si tu as seulement un trou, il ne peut pas le faire. C'est bon. Donc, ça répond à la question numéro 6. Comment peut-on savoir si un entrepreneur est fiable et si on n'a jamais fait affaire avec lui? Est-ce qu'on a 5 références. pas de référence, c'est ça, les références? Pas de référence, on ne l'engage pas. Dans un sous-sol, est-il préférable de faire un faux plancher si on met du plancher flottant ou une simple membrane suffit? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais, sous-sol, ça, c'est tout le temps. Moi, je suis contre la membrane. Le gars chez Rona, là, il dit jamais même affaire. On est fait une coupe de sous-sol. Ah, t'es. Oh, on a quelque chose? Il y en a du stock. Hey, faut que tu vois, J'ai hâte de voir ça. savon lavé. Puis, C'est vraiment une savon? borax. C'est quoi ça? C'est des Borax. muesli? Borax, là, je vais donner que borax, ça tue les champignons. Les vieux se lavaient les pieds pour enlever le pied d'athlète. Tu sais, le pied d'athlète, c'est un champignon, comme les véhicules. Puis si tu sens des pieds, tu mets ça dans tes semelles de bottes, en dessous de la semelle. Truc. Et ça fonctionne. Ah oui, oui. J'aurais pu tuer quelqu'un à l'époque. Fait que grâce à ça, je mets ça sous ma semelle de botte. Puis, Là, on met ça quoi? Ça slab de béton? oui, le borax, ça tue les champignons. OK? Puis c'est non toxique, puis ça éloigne les fourmis. Ça tue les fourmis en passant. OK. OK? Bon, ça, ce que tu on fais. sous-boute ça à grandeur. Oui puis non. Ce que tu peux faire, le savon, la même chose. Tu sais que les fourmis, les champignons, les perce-oreilles, ces insectes-là, détestent, elles sont attirées par l'humidité, mais le savon les éloigne. Puis les champignons, eux autres, bien, grâce à l'humidité, ils vont se croire. OK. Fait que ce que tu fais, c'est que tout le tour de ta fondation, là, de ton périmètre de ta fondation, dans ta maison, tu vas mettre ton plancher flottant. Ouais. Tu saupoudres une bonne quantité de savon en poudre, comme ça, puis du borax par-dessus. Je t'explique pourquoi. Si jamais tu as de l'humidité qui rentre, l'eau qui rentre quand tu as mis ton plancher flottant, tu ne le sauras pas. Il va y avoir de la mousse. Il va glisser, oui, voilà. Puis j'en ai qui m'ont écrit, ils m'ont montré des photos. Ta fameuse membrane, l'eau va glisser sous la membrane avant de faire lever ton plancher flottant pour y faire ça. Parce que ta membrane, elle, tu rappelles-toi, elle est par vapeur qui te vend. Ouais. L'eau va glisser en dessous. Ça va sentir le cambouis. Tu vas lever ta membrane, là, puis ça va sentir l'humidité. Et tu ne le ressentiras pas encore dans ta maison parce que ton flottant, lui, si tu mets de l'eau, tu sais qu'il va gonfler. Ouais. OK, bon, ben Il n'y là. a pas d'eau parce qu'il y a un dessus de la membrane. Exact. Fait que si tu mets du savon, tu tues les champignons grâce au borax et champignons. 2, ce qui va arriver, tu vas arriver dans ta maison, ça va sentir la lessive dans ton sous-sol. Tu descends au sous-sol, ça sent la lessive. What's Alarme. happened? Quel sapin, j'ai pas fait de lavage. Ouais, c'est une alarme. C'est brillant, ça. Si tu marches sur ton plancher flottant, qu'est-ce qui arrive sur Laurent, le plancher flottant? va défaire mon plancher flottant, mets ça en dessous. Je vous explique d'autres choses. Il est flottant. Qu'est-ce qu'il fait quand il est flottant? Regarde ce qu'il fait. Il fait ça. Tu vois-tu, il fait ça. Si, ton flottant flotte. Qu'est-ce qu'il fait quand ça fait ça? Si tu sens quoi? De l'air. De l'air. Donc, quand tu marches sur ton plancher flottant, là, tu t'arrêtes pas de faire ça. Si en dessous de ton flottant, tu as de l'humidité, qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça? Tu poses l'humidité sur le long de tes murs. Ouais. Fait que tu vas condenser les champignons sur le bord de tes murs. Tu vas avoir des plaintes qui vont venir, surtout les plaintes en MDF, vont venir noires. OK. Fait Là, que c'est moi- un indice que j'ai de l'humidité sur mon plancher. Exact. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut arracher le plancher puis recommencer. Ben, On idéalement, peut récupérer ce plancher-là. Tu sais qu'il y a des planchers flottants qui se vendent. Tu ne mets pas de membrane. Oui, tout ça beau. OK? Sauf que le dessous du plancher, là, c'est comme des petits cailloux. Ce qui permet de s'aérer. OK. Puis à ce moment-là, lui, il va laisser l'humidité passer. Tandis que la membrane va Ça va l'emprisonner. sécher, tu n'as même pas besoin de rien faire. Ouais. Et si tu as des gros problèmes d'humidité, c'est un problème à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais dans une vieille Mais tu maison. sais, disons, si j'arrivais chez moi, j'ai vu que l'eau a remonté un petit peu à 2-3 petits endroits, mais tu sais, si ça remonte pas, ça sèche, c'est pas de problème, il n'y aura pas de champignons. Mais si ça Ça va monte pas. à répétition, ça peut être un gros problème. Je te confirme que les 2-3 fois que ça a monté, OK, si tu n'as pas eu la chance, si tes plaintes sont sur le bord de ton mur, ton plancher flottant avec ta membrane est là, puis tu n'as pas vu sous ta membrane, pour l'avoir ouvert, là. Non, mais moi, j'ai mis un échangeur d'air en dessous de mon plancher flottant. Ah. No problem. Viens pas avec ça. Mais pour revenir à la question, tout est une question de budget. Mettre un sous-plancher, mettons que les nouvelles maisons, là, les planchers de cartes sont très très droits.
Ouais. T'as une vieille maison, c'est vrai, c'est moche, ton flottant va aller mal, c'est Ouais, moche. ouais. Pour de vrai, t'es mieux de te faire un sous-plancher. Puis ce qui est bien important, si tu fais un sous-plancher, tu vas essayer d'avoir une ventilation croisée. Tu ne mettras pas juste des fourrures à terre sur le plancher. Puis en passant, on ne met pas du bois direct à terre. Surtout si on a une vieille maison. Ce qu'on va faire, on va le surélever avec une petite cale ou du tapis de caoutchouc va faire très bien des morceaux de caoutchouc. Okay. Puis on va tout simplement se faire une ventilation croisée, ça veut dire un d'un sens, un de l'autre. Puis ce qu'on peut faire, qui est très très simple, c'est qu'à deux extrémités de la pièce, on peut tout simplement mettre des grilles. Fait que l'air va faire une rotation par elle-même, puis elle va t'assécher ton plancher. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon sous-sol, j'ai la salle mécanique. Et puis, j'ai sous les marches où il y a la tank à eau chaude, puis ma pompe. Donc, à cet endroit-là, je suis directement sur le béton. Donc, l'air passe en dessous. Puis, dans la salle mécanique, la même chose. Mon système mécanique est directement. Ce que tu veux dire, c'est que tu as un sous-plancher de Ouais, bois. c'est ça. OK, donc l'air peut circuler là. C'est là que je vois que l'air peut circuler. Exact. Si tu mets une grille à l'autre bout. Ben, c'est ça, mais les deux sont à l'opposé. Parfait. Quand j'ai vu que l'eau avait monté une petite affaire, juste pour dire, j'ai mis une fan. Exact. Pour comme Calinette fait ça. Exactement. Okay. Appelle Calinette ouais. pour un temps. Oh, ah! On est descendu. Mais ce que tu peux faire, par contre, c'est une très bonne idée, mais toi, tu me parlais de ton échangeur d'air. Sais-tu que tu aurais pu, tu aurais pu tout simplement l'aspiration de ton échangeur d'air dans un cas de même, tu pourrais le mettre proche, en contact avec ton. Pour qu'il. Ouais, tu sais, parfait. Donc, c'était quoi la question? Non, on y a-tu répondu? Est-ce qu'on met un sous-plancher ou on met la membrane? Ouais. Tout est une question de budget. C'est sûr qu'un sous-plancher sur un plancher de sous-sol, c'est beaucoup plus confortable. Si tu as une maison récente, rappelez-vous que le styrofoam sous la fondation il est obligatoire. Mais la simple membrane va suffire. Le sous-plancher va permettre d'être plus confortable. Ouais. Puis c'est pas ça l'histoire de l'humidité. Ça fait juste couper l'humidité, mais il faut s'assurer qu'il y a une circulation d'air. Ouais, moi la simple membrane, je la pose plus, je trouve que ça marche pas. Okay. Je trouve donc tu vas prendre un faux plancher, un sous-plancher, un plancher flottant qui a déjà la membrane collée dessus. Pas la membrane. Autrement dit, j'ai pas pu avoir la chance de l'avoir. C'est que si tu retournes ton plancher flottant, là, tu vas te rendre compte là, que le sous-plancher, au lieu d'être lisse, là, il est complètement granuleux. OK. Fait que lui, autrement dit, tu le mets direct. Il laisse passer de l'air. Il laisse passer de l'air. Parfait. Dans la salle de bain, quel type de recouvrement mural vous installez ou mur pour une douche gyps vert, gyps béton? On en a parlé tantôt. Diamondback, c'est quoi ça? C'est une espèce de si je me rappelle bien, c'est comme du Gyproc, mais avec un dessus comme en fibre. Mais ça coûte le même prix qu'une feuille de ciment. Que la gyps béton. Ouais. Mais on là revient à solide conforme esthétique. Tu mets toujours dans une chambre, quand tu as refait ta salle de bain, mets une feuille de ciment base ou de permabase en béton. Il n'y en a pas un autre mauve aussi? Oui, pour les. Tu as le blanc, le gyps ordinaire, après ça, tu as le vert. Mais... Il n'y en a pas un mauve? Oui, mais sauf que le mauve, lui, laisse-moi me rappeler, j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est pas pour la douche nécessairement, le mauve. Le mauve, c'est. J'essaie de me rappeler. C'est pas pour les chafs. Les chafs pour l'électricité, ils ont eu des mauves d'un pouce. Je sais pas, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça donne à rien. Quand tu investis pour refaire ta salle de bain et tu te payes de la bonne céramique, ça donne à rien de mettre ça sur du gyps. Tu payes 40 $ de plus par morceau, puis là, tu es sûr de ton coût. Tu n'es pas obligé d'en mettre sur tous les murs, juste la partie dans l'eau. On a plein de questions, ça va bien, ça va bien. Parfait, parfait. Là, c'est peut-être une question qui est difficile. Le coût moyen au pied carré de construction neuve, style bungalow. Je te dirais. Ça dépend du luxe que tu vas mettre, là. Oui, mais de base, 125$ du pied carré. Je vais donner un standard, donc pas d'extra, des petites lumières, pas des gros luminaires, du plancher de base. Pas de... Tu vas trouver ça drôle, même les maisons de luxe, là, des fois, il y a du de base. Rappelle-toi qu'une porte extérieure, je vois des maisons de luxe, là, il y a la même porte qu'un bungalow. Il y a juste tu comprends? Puis les fenêtres, c'est la même chose. Là, on est rendu juste au plancher. Maintenant, du plancher de bois franc, là, tu peux en mettre partout. Tu payes ça 3,50$ du pied carré, des petits murs. Puis le bois d'ingénierie a baissé depuis 12$ le pied carré. Là tu es rendu à 5,50$. Oh, c'est bon. Mais tout ce que. À 120$, je te dirais, là, mettons un bungalow de 50 par 30, ça fait 1500 pieds carrés. Sous-sol fini. Mais fini, encore une là, tu vas avoir une salle de bain, une chambre à coucher, puis tu vas avoir une salle de bain de base. Autrement dit, tu vas avoir les mêmes toilette, lavabo, douche. Oui, exact. Puis comme salle d'eau plus douche. Exact. Puis tu vas en haut, tu as ta salle de bain à ton goût à toi. Là, ce qui est le fun, de plus en plus c'est épuré, fait qu'il y a moins, on en met moins. Ouais. 150 du pied carré, ça va te donner 225 000, c'est probablement ça que ça va te coûter. Parfait. Pour une chambre froide ou style cave à vin, ça, j'en ai quelques-unes. Comment est-ce qu'on isole ça? Est-ce qu'on l'isole vraiment? On laisse ça sur le béton? On en met le moins possible? J'ai trouvé drôle la question parce que j'en ai fait 4 dernièrement. Ah, OK. Puis le plus important, puis tu peux te faire une super cave à vin vraiment avec un look d'enfer pour à peu près 1500$. Ah oui? Ouais. OK. Faut que j'apprenne ça parce que la mienne a coûté pas mal plus que ça. Je t'explique. Une cave à vin.
Exemple, c'est ta salle familiale, toi, tu veux donner un look. Tu as le choix. Du vin, il faut juste s'entendre. Le vin déteste la vibration. Ouais. Le vin déteste la lumière. Puis il déteste les changements de température. C'est exact. Okay. Si tu le mets sur le béton, puis que tu as ta laveuse qui vibre sur le bord du mur à côté, puis tu as un étagère propre, tu Soit super. Bon. Maintenant, on va régler ce problème-là. On sait que ça, c'est les 3 critères importants. Ensuite, les changements de température du vin, tu peux le tenir à 12 degrés. Pas obligé de le mettre pas à 2 degrés nécessairement. Donc, une chambre froide, là, c'est un tuyau de. Je vais donner un exemple, c'est un tuyau de 4 pouces qui est branché dans l'autre de ta solive de rive. Là. Puis tu en as un qui descend au sol, okay, à peu près à 6 pouces au sol, puis l'autre tuyau reste en haut. Pourquoi? Tu sais que. La chaleur monte, la froid sort. Tu as fermé toute ta pièce. S'il en sort, il en rentre. Okay? Parce que sinon, tu vas devenir dépressurisé. Tu vas être surpressurisé ou dépressurisé. Donc, automatiquement, il va y avoir une rotation. Juste ça, en période d'hiver, tu vas pouvoir mettre un petit registre manuel, tu vas tenir ta chambre froide ou ta cave à vin, tu vas la tenir autour de 10 degrés. Ça, c'est quoi, c'est un tuyau qui va dehors? C'est tout. OK. C'est juste c'est bêtement, les chambres froides, ça n'a pas été, on n'a pas inventé la roue, là. Puis, durant la canicule, ça va donner quoi? En été, ce qui te coûte moins cher pour ta chambre froide, pour ta cave à vin, les fameux airs climatisés sur roue, qu'on paye seulement 550$. Okay? 550$, il y en a qui climatisent, qui humidifient, puis qui se chauffent à ce prix-là. Ouais. Le fameux, vous me suivez, le fameux tuyau de 4 pouces qui est en bas, là, si tu branches le tuyau de ton air climatisé sur ce tuyau-là, elle va sortir. Elle va sortir, tu vas climatiser ta pièce. Puis la beauté de ces machines-là, tu sais que tu peux dire, regarde, mets ça à 12 degrés. Ouais. Elle partira presque pas, tu es dans le sous-sol. Exact. Là, tu viens d'avoir une super machine qui t'a coûté pratiquement rien pour faire ta cave à vin, ta cave est parfaite. Moi, j'avais percé, c'était pas légal. J'ai percé ma cave à vin dans mon garage. J'avais pas le droit de faire ça. Tu as le droit. La seule chose. Non, c'est clair entre le garage et la maison. C'est pas grave. Parce que toi, c'est pour ta cave à vin, tu l'as fermé hermétique. Je m'étais astiné avec les gars de construction. Ils me disaient, c'est pas au code, ça. C'est pas au code. Je vais t'expliquer. La différence, c'est que là, il y a une seule chose. C'est que tu peux contaminer ton vin par les solvants de ta voiture. Mais non, parce que j'ai un garage propre. Ah, OK. C'est un garage de stock de hockey que j'ai. C'est pour faire sécher les stocks de hockey. Ça peut contaminer aussi. Ouais, ça contamine ça. Hey, mais tu sais une chose. Là, un autre critère, une cave à vin, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de contaminants, soit peinture, essence, des vapeurs de vin. Okay? Ça peut te nuire. Mais d'ouvrir pour aller chercher la fraîche, rappelle-toi que tu as fermé le reste de ta cave à vin hermétique. Ouais. Elle n'est pas en contact, donc c'est pas ouvert. Tu as juste extensionné. Ouais, mais l'air est comme. Il poussait l'air chaud de l'autre côté. Ouais. Puis j'avais pas besoin de chauffer mon garage. Ouais, ça chauffait en tabarouette l'été, là, c'était incroyable. Mais juste pour te rappeler, parce que tu as un genre de machine comme un air climatisé. Ah ouais, c'est ça. C'était comme un air climatisé. On a fait percer le mur. Mais tu comprends que ta machine que tu as achetée, ma machine, moi, qui va à terre, c'est exactement la même. Ouais. Parce que c'est juste du rayon. Ah oui, c'est la même affaire. C'est exactement ça. Hey, je vous relance pour donner du look. Tu dégarnis ton mur de béton qui est dans ta salle familiale où est-ce que tu as ton look. Tu dégarnis le mur du béton de ce fond-là. Tu es direct sur le béton, tu as un look. Tu prends une porte patio toute fenestrée, okay, tu la mets en avant. La porte patio est faite pour t'isoler du froid dehors. Fait que là, il te reste juste. Là, mieux que ça, tu dégages. Tu as ton mur du fond, puis tu as le mur du coin. Tu as 2 murs de béton de ta maison, tu prends. L'autre mur, ben, c'est ta salle de lavage, et lui, tu l'isoles comme si c'était un mur dehors pour pas qu'il fasse froid. Tu mets ta porte patio en avant. Tu es direct sur le béton à terre. Tu mets ta belle petite gravelle blanche, 3-4 morceaux de bois pour marcher dessus, puis tu as tes tablettes. C'est sûr, c'est sûr. Quand tu es dans ton. Minimaliste, puis. Quand tu es là, tu peux la faire. Mettons que tu achètes une porte patio de 8 pieds. Tu as 8 pieds de mur bien fenestré. Tu as tout ton vin. La journée que tu es dans ta salle, tu sais que tu n'aimes pas le bière, mais toi, tu aimes boire ton vin, tu as payé pour. Tu sais, quand tu es assis, tu allumes ta lumière, tu la vois, tu vois toute ta belle cave à vin. Puis tu peux mettre des lettres et mettre de timeur. Exact. Tu as une super cave à vin pour 1500$. Pour le grenier maintenant, la vermiculite comme isolement, est-ce qu'on doit l'enlever rapidement, le plus rapidement possible, ou laisser là sans danger pour la santé? Ce qui est drôle, c'est que j'ai eu une job où est-ce qu'on l'a laissé. Et j'étais supposé avoir des informations précises quand j'avais eu la question, puis je les ai pas. Fait que je peux pas vous répondre précisément. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà eu une place où est-ce qu'ils l'ont laissé. Fait que je peux pas vous répondre. Éventuellement, je vais te donner la réponse, vous l'écrirez sur. Parce que j'ai appelé un spécialiste pour ça. Quand tu feras une capsule, on la diffusera. Oui, OK. Oui, parce que j'ai appelé un spécialiste parce que je voulais avoir la vraie réponse, puis j'ai pas eu la réponse. Il n'y a pas de réponse encore. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre drain français fonctionne adéquatement ou non? Hey, c'est dur à savoir, ça, c'est 6 pieds dans terre. Là. On fait quoi pour savoir s'il va bien ou s'il va pas bien? L'efflorescence. Ceux qui vendent des agents d'immeubles, vous avez entendu ça, des inspecteurs. L'efflorescence, c'est la petite poudre blanche que vous voyez sur le bord des fondations. Pour savoir ce que c'est l'efflorescence, si ton niveau d'eau monte, tu sais que le drain, lui, il est en bas du mur, il est sur la semelle, il est à côté de la semelle. Puis
Donc, ton mur, lui, est techniquement 6 à 8 pouces au-dessus du bas de la semelle. OK. Bon, si dans le bas de ton mur, tu as de la poudre blanche, okay, ça te donne un indice. L'indice, Dans le bas du mur, à hauteur de... peu importe où sur ton mur au-dessus de du gazon, là. Non, non. Ah bon? OK, faut que je creuse pour savoir si ça va bien. À l'intérieur À de la maison. l'intérieur de la maison, parfait. Où t'as, bon, OK, où t'as mis ton chauffe-eau, là, tu vois ton béton. Ouais. OK? Ou en dessous de l'escalier. Si tu vois une poudre blanche sur ta fondation, une ligne, là, puis elle continue, normalement, c'est la ligne de l'eau, ça. Parce que l'efflorescence, c'est tout simplement que l'eau est trop longtemps en contact au béton. Puis le béton, lui, par capillarité, c'est un éponge, le béton, là. Bon, ben, il va absorber l'eau tranquillement. Puis comme il y a toujours de l'eau, Est-ce qu'on doit en avoir une ou il ne faut pas en avoir du tout? si tu n'en vois pas, tu n'as pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Si on en voit une, c'est parce que l'eau monte trop haut. Puis elle reste le longtemps. va pas bien. Elle reste longtemps. Parfait. Puis cette petite poudre blanche-là, je veux juste vous dire, c'est les minéraux qui sont dans l'eau qui ont traversé. Avant de retourner dans les questions, on va retourner sur les questions en direct. J'aimerais juste faire une petite annonce pour demain. Parce qu'on est vraiment excités. On a reçu le nouveau magazine hier matin, 2 jours en avance. Lancement numéro 13, Auberge Saint-Gabriel, demain. On a plein de tirages. Je vais juste remercier pour commencer l'Auberge Saint-Gabriel qui nous reçoit comme des rois à chaque fois. On a plus de 400 invités demain. Quelques personnalités ont confirmé qu'ils étaient pour être là. Nos commanditaires, Geneviève Langevin, Remax du quartier, M2 Boutique, Oligny Thibodeau, Sedma Finance, Capital Immo Privé, Bonbon Mania qui va offrir les bonbons comme au 5 à 7 de Noël, XQZT Event pour le photoboot. On a un photoboot pour fêter ça en grand. DJ Jean-François Louis de JTEC Sonorisation, photographe Véronique Duplain. Je vous invite, je publie là, son selfie project. Elle fait des selfies vraiment extraordinaires tout le mois de février. Donc, un selfie par jour avec des décors super incroyables. Vidéo et couverture de Moët Réal, Montréal. Donc, ils vont être là demain avec leur gang de filiasses. Production par Atout Incorporated. Donc, on monte la sacoche. Parce que là, il y a un gros buzz autour de la sacoche qu'on fait tirer. Les madames, ils vont connaître ça. Une belle Telmaker. Oui, ça arrive souvent. UPS vient chez nous porter ça régulièrement. Oui, c'est une madame qui est gâtée. L'actuel accessoire et fringues, certificat cadeau. Avenue Sassy, un autre certificat cadeau. En plus, là, tu ne m'as pas donné les nouveaux magazines. Je voulais qu'elle montre les nouveaux, elle ne voulait pas les montrer. C'est quoi? On a des abonnements aussi au magazine. Ouais. Abonnement au magazine. Demain, un petit peu spécial, on a des sections VIP à l'auberge. Donc, on est au grenier. Habituellement, on est à la salle Trudeau tout de suite à rentrer en droite. Là, on est au grenier. N'oubliez pas, 63 marches à monter. Si vous avez des talons hauts, faites attention. On va avoir vraiment une belle accueil. On a la salle au complet pour nous autres. Donc, la salle fait un grand L. Kiosque d'activation marketing comme d'habitude, DJ, mais aussi on a des booths VIP. Donc, section sofa VIP, on a François Macaille de Groupe Macaille et Francis Lavoie de Francis Lavoie. Francis Lavoie, c'est quoi? Agence Francis Lavoie. Donc, les courtiers immobiliers qui ont pris un bout de VIP. On a Cindy aussi qui a pris un bout de VIP. On a la gang de Crackboom qui a pris un bout de VIP. Il en reste 2. Si vous voulez avoir un bout de VIP, une bouteille de 26 onces de votre choix, gin, rhum ou ce que vous voulez. 350 $, vous allez avoir votre section à vous. Donc, gênez-vous pas pour envoyer un petit message dans le fil de commentaires. Et un taxi. Un taxi, oui, le taxi est super important. Donc, j'ai-tu passé à travers, là? C'est qui est sur le front? Ah. Je peux pas le dire. Chloé veut pas que je le dise. Non, pas droit. Mais ils vont être là demain. Ils vont être là. Ils sont plusieurs sur le front. Là, je donne des indices. Mathieu Leblanc, l'augmentation des revenus de 100 $ par année pour aller chercher. Va aller chercher jusqu'à combien d'augmentation dans la valeur économique pour faire un refinancement? Comment que. Oh, OK. Là, ça va prendre une autre personne que moi. Ouais, là, je pense que je suis capable d'aider pour ça. Augmentation des revenus de 100 $ par année. Donc, si l'augmentation des revenus ne coûte pas de dépenses, on parle d'un revenu net, 100 $ par année pour un logement, si vous avez juste un logement, disons que c'est pour un 12 logements, ça fait 1 200 $. Dans la grande région de Montréal, on peut calculer 20 fois le net. La règle du pouce, là, la moyenne, 20 fois le net. Donc, ça donnerait 1 200 $ fois 20. C'est bien dit. Quand même. Donc, pour un 12 logements, 100 $ d'augmentation de revenus par logement. Donc, mais s'il y a juste un logement, ben Non, mais c'est quand même intéressant. c'est 2 000 $ de valeur économique supplémentaire. Donc, la banque vous financerait 75 % de ça. Juste pour vous donner une petite idée, j'ai une très bonne nouvelle cette semaine. Vous savez tous, j'ai acheté un 419 logements avec un groupe d'investisseurs cet automne. On a fait nos renouvellements. Donc,
20 de revenus de plus par unité, donc 419 fois 20, 8 000 quelques dollars, fois 12 mois, 110 000 fois 20, 2 millions de valeurs supplémentaires. Bang! Je vous l'avais dit d'investir dans ce projet-là. Jeff Pour 20 Arcan, par appartement pour par 400. appartement, 2 millions de profits. Quand même. Puis C'est ce 20 incroyable. $-là était net. Il va revenir à chaque année, ce 2 millions-là. Ça, je suis d'accord avec toi, mais Il lui, est net parce que mes dépenses n'augmentent pas. n'a pas augmenté. Évidemment, si il y a une année il y a une augmentation des taxes, ben là, il faut contrebalancer. Mais quand même 2 millions de valeurs économiques supplémentaires. Puis la moyenne des appartements est à peu près de combien, ça? 780 de moyenne de. 780? Il y en a 800 quelques, il y en a 600 quelques. Là. C'était pas un gros pourcentage d'augmentation. Non, je pense que ça donne 3 J'allais dire En 3, bas de 3,7, 21. 2,8. Ça aurait été- On a calculé 2,8. C'est ça, 3,7, 21. Good! 3,7, 21, je suis bon en calcul. C'est bon, ça. Jeff Arcan, bonsoir. Je suis sur le point d'acheter une construction neuve avec ma conjointe. Quels sont les points principaux à vérifier avec le contracteur? Question numéro 2. À quel point une construction neuve est négociable? OK. Donc, qu'est-ce qu'on va. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va vérifier au départ avec le contracteur sur les points à dire, ben, je veux que ma construction soit faite comme ça, comme ça, comme En ça? partant, si la construction est neuve, elle va être garantie par plan GCR, donc la garantie des maisons neuves Ouais. du gouvernement. Fait que vous allez avoir un formule complet là-dessus. Good. Donc là, puis la garantie, lisez attentivement. C'est pas une garantie à toute épreuve. La garantie, elle, sur les vis cachées, c'est seulement 2 ans. Parfait. Fait que là, vous allez lire comme il faut la garantie qui est donnée par GCR. La négociation avec l'entrepreneur, je vais vous dire, ça va dépendre simplement du parc de maison, puis le taux de roulement qu'il veut avoir, puis le type de maison. Si c'est dans la catégorie des premières maisons, vous n'aurez pas de négociation. Il va plutôt vous aider à avoir votre financement. Exact. Mais si c'est une maison un peu plus Je pense que c'est de luxe, plus dans les conditions de financement qu'on peut avoir, puis dans les extras qu'on Exact. peut ajouter, qu'on pourrait arriver à faire financer via le financement hypothécaire, mais qui en principe ne devrait pas passer par là. Exact. Comme si je ne l'avais pas dit. c'est plein ça. Mais ça arrive souvent que c'est comme ça que ça se passe. C'est que c'est plus l'aide. Vous allez négocier au niveau de l'aide qu'il va vous donner, mais si c'est une maison de luxe, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de négociations. qui Ouais, peuvent il y a de la se marge de manœuvre. On a David qui nous dit si tous les entrepreneurs étaient du calibre de Hugues et soucieux de leur travail, il y aurait beaucoup moins de vis cachées. Merci Hugues de partager toutes ces vidéos super intéressantes. Mais c'est fou, ça. Je vais vous arrêter un petit peu. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. C'est pour ça que c'est à partir de mes erreurs que j'ai décidé de tourner ça en positif puis d'améliorer. Puis j'ai travaillé pour des Je suis entrepreneurs. vraiment d'accord avec toi. Ouais. C'est dans nos erreurs qu'on devient Ouais. meilleur. C'est dans nos erreurs qu'on apprend le plus. Parce que quand ça va bien, si on s'en rend pas compte qu'il y a eu une Exact. erreur puis on l'a fait à moitié, ça va bien. Mais quand ça va mal, on est obligé de se remettre en question. C'est là qu'on Ouais, apprend. exactement. On apprend. On Good. apprend, puis grâce à ces Félicitations, erreurs-là, c'est on tout à devient ton meilleur. honneur. Puis je partage mes erreurs à vous. C'est ça que je On fais. a la plus belle rousse au monde, Lynn Métaillé, qui nous dit contente de l'entendre, lui. Toujours de bons conseils. Merci. Le petit monde en arrière, oui. Vous la connaissez. vous. On la connaît bien. On la connaît très bien. Son bureau est juste là. Ah, c'est ça. Hélène En Clermont. partant, son bureau est très, très bien rangé. Oui, Post-it. c'est propre, des petits Ouais. post-it très Manque de organisés. photos familiales. Ah, ben, c'est vrai. Ouais. On a des mots de Il y ses a des enfants. petits mots de ses Ah, enfants, ok. par exemple. Donc, Hélène Clermont, la première question qu'on a eue tantôt, aussi, est-ce mieux de faire signer une entente de villégiature pour les locations à court terme? Ah, OK, c'est pas en construction, mais villégiature pour les... Ouais, il faut faire attention. Il y a trop de réglementation que je puisse répondre juste à cette question-là. Il faudrait aller voir plus loin, parce que là, encore là, est-ce que vous avez votre permis de villégiature, Il avait le- hôtellerie? Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Je vous conseillerais Hôtel à la maison. Situé hôtelalamaison.ca ou .com. Essayez les deux. Googlez Hôtel à la maison, spécialiste. Hélène va vous aider. C'est la David. même chose pour les bed and breakfast. Oui, semblable. Oui, c'est ça. David qui nous revient, encore David Godman qui nous revient. On est scotché sur ses lèvres. Oh, attention. Frédéric, il nous dit wow, plein de bons conseils. Stéphanie Perrault, c'est le meilleur live. Bon, ben parfait, ça. Merci Stéphanie. Maxime Paris, super conseil. Question comment enlever un signe de surchauffe sous un contreplaqué de toiture noircie, moisissure de surface? On change tout pour du neuf. On arrache, on recommence. Oui, Pas le choix. c'est plate. Parce que j'ai déjà essayé de mettre eau de javel puis d'autres choses, là, puis ça paraît. Non. J'en ai une bonne, là. De Tigrim, ça doit être un surnom. Tigrim qui nous dit salut, ma question est comment enlever du stucco rapidement, s'il vous plaît? Et c'est bon. On met le feu dans la maison!
Si le stucco est à l'extérieur, ça va relativement vite parce que rappelle-toi que le stucco il est collé sur un treillis métallique. Puis dépendant de l'époque de ta maison, il y en a que le stucco, là, il y avait une espèce de carton derrière sur lequel il clippait. Là, tu es capable de tout retirer parce que c'est sur les fourrures. Ça suit tout. Mais sur un J-Proc, il faut quasiment t'arracher le J-Proc. C'est tout en neuf. Je pense que c'est plus vite d'arracher le J-Proc. Au prix que le J-Proc coûte, au prix que Carrément. Puis, est-ce que je peux poser mon J-Proc par-dessus le stucco? Ça marchera pas. Ça marchera pas, hein. Non, c'est ça. Puis tu n'auras pas droit, tu vas nous Machine à sabler? Moi, j'arracherais tout. Puis là, il faut faire attention, il y a une différence aussi avec le plafond popcorn dans les blocs. Là. OK. Lui, il est obligé de rester là, parce que c'est pour insonoriser le son. OK. Puis tu as une légère Donc, je extension. ferais quoi pour l'enlever? Je mets des Popcorn, barres. tu peux pas. Tu peux pas une barre résiliente? Oui, autrement dit, si tu veux pas avoir mettons, tu as des blocs, il y a plein de popcorn, là, tu peux avoir de la barre résiliente suspendue. Au lieu d'être celle-là, OK, ça tu fais juste la visser, puis elle vient coter dans sa tête de la vis. Mieux que, à peu près. Je te dirais que c'est exactement comme un plafond suspendu. OK? C'est comme si tu vissais ton J-Proc sur les crostis des plafonds suspendus. Mais c'est une barre résiliente qui est attachée avec une broche, tu la mets à la hauteur que tu veux. Puis là, à ce moment-là, tu peux poser ton gyps rapidement, puis tu vas insonoriser. Mais pour le stucco, je te conseille de tout arracher puis mettre. Je vais avoir une belle capsule comme attirer les joints. Facilement pour ceux qui ne l'ont jamais fait. On va mettre ça bientôt. Kevin F. Touin, pour la vermiculite, faire un test pour connaître le pourcentage d'amiante. Il n'y avait que de la zonolite à l'époque qui était fabriquée avec de l'amiante. Si le test de labo ne révèle pas d'amiante, pas besoin de l'enlever. S'il y en a, en principe, il n'y a pas de danger tant qu'on ne brasse pas la matière, mais enlever pour la vente. Parce que là, quand vous allez vouloir vendre, ça peut être un problème. Les institutions financières sont frileuses au financement et l'inspecteur demandera une expertise dès qu'il verra ça. Donc, si vous voulez vendre, ça serait bon de faire cette job-là. Puis ça, c'est quelle personne qui disait ça? Kevin F. Touin. Hey, merci beaucoup. Merci à Kevin. C'est probablement la raison pourquoi sur la job que j'ai eue il y a à peu près 7-8 ans, ils nous avaient permis de la laisser. Pas, parce que tant qu'on ne la brasse pas, c'est correct, mais la journée où vous allez vouloir vendre, ça va peut-être être un problème. Et moi, j'ai un vieux d'isolation qui m'avait dit que de l'amiante au Québec, il n'y en a pas rentré des trains. Non, il n'y en a pas beaucoup. On est chanceux. Ouais. On est quand même chanceux. Dépêchez-vous pour vos questions. Il me reste 4 questions, puis après ça, on s'en va se coucher. Il faut se reposer. Hein. En tant qu'investisseur immobilier, il faut être bien reposé. Je fais même des rimes en plus. En réalité, quand tout va bien, on dort trop bien. Exact. Selon vous, quel est le code du bâtiment? Selon vous, est-ce que le code du bâtiment est toujours d'actualité, remis constamment à jour, ou il est un peu désuet? Non, définitivement, là, c'est très, très rigoureux. Puis, il ne s'est pas dit de niaiserie. Tout a été testé. Puis, il y a plus. Pour réussir à écrire un code comme ça, il y a des milliers de personnes qui ont travaillé. Ce qui est désuet, c'est de savoir qu'on est dans l'époque de la technologie, puis que moi, je suis encore un entrepreneur qui a le code dans mon camion. Vous ferez le test avec un entrepreneur quand vous avez engagé un. Demandez-lui si c'est le code du bâtiment. Il est où ton code? Ouais. Hein? Moi, le mien, je traîne pas ça avec moi. Ouais. Puis moi, je traîne un 2005. C'est vrai que c'est hâte comme question. Oui, parce que moi, je traîne un 2005 dans mon camion, parce qu'en rénovation, je voudrais faire plus avec les vieilles parties. Mais j'ai le 2015 chez nous. Là. OK. Mais très important, ça. Non. Good. Quelle est la bonne façon de détacher fondation et faire la réparation de fissures? Moins cher, qui marche tout le temps, c'est le fameux vieux pitch que vous avez toujours connu. OK. Toutes les autres formules, attends, j'ai amené ça, bouge pas. La fameuse membrane Delta, c'est pas un mauvais produit, là, c'est très bien, mais sa qualité principale, la membrane Delta, c'est d'être une membrane de drainage. Là, ça marche-tu comme les patentes, là? Non, ça se fait pas. Anti-stress. On enlève ça. Ah, OK, on enlève les savons. J'ai eu un problème, c'est pas moi qui l'ai installé, là, mais j'ai eu une infiltration d'eau qui a été accentuée par la membrane Delta, puisque sa qualité principale, c'est d'être une membrane de drainage. L'eau a passé par-dessus, puis ça l'a amené tellement une grande quantité d'eau sur le dessus de la foutine que ça a rentré dans la maison. Donc, puis ceux qui m'ont suivi sur vidéo, vous avez vu le styrofoam du voleur, il était enneigé, je l'aurais amené, j'aurais mis ça que tu pèses. Vous avez vu le styrofoam que j'ai dégagé d'une fondation que j'ai faite 3 ans auparavant, qu'on avait demandé de mettre du styrofoam à l'extérieur. Le styrofoam s'est gorgé d'eau. Puis en plus, il s'est soulevé, puis il a brisé le revêtement. J'ai montré les 2 vidéos. Donc, avec mon expérience puis les années, là, ce que je me rends compte, ce qui est vraiment le plus efficace, c'est le fameux goudron. Il y a des goudrons qu'on va mettre au fusil, là, qui vont être une membrane élastomérique. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus épais. Ouais. Puis c'est très peu dispendieux, puis c'est ce qui fonctionne le mieux. Chez nous, j'ai essayé la membrane collée avec la Suprema collée avec un primeur. J'ai eu des problèmes d'eau, ça a accentué l'eau dans mon cas chez nous. Okay. Puis chez mon voisin aussi, puis s'il était là... Et pour la fissure, on fait quoi? On Fissure. le bourre de pitch? Ou... Yes! C'est ce qu'il y a de meilleur. Fait que les histoires d'injection, d'époxy, de... Ça ne donne rien. Parce qu'en réalité,
L'époxy à sèche à un moment donné, puis l'eau passe à quand même. Si l'injection va souder ton béton là, plus fort que le béton lui-même, si ta maison bouge ou s'il y a une vibration, il va casser à côté. Puis j'ai dégagé des fondations où il y avait encore les plugs d'injection d'époxy, puis la fissure est directement 2 pouces à côté. Ouais. Fait que si, autrement dit, ce qui est important, c'est que si tu as une fissure qui revient, c'est que tu as un mouvement de sol. Ouais. Mais une fissure dans le béton, c'est pas rare, parce que tu vois une maison qui a des ouvertures de fondation. Comme moi, ma façade de maison à 60 pieds, j'ai 4 grandes ouvertures dans la fondation. La journée que j'ai enterré, je savais que j'avais mis de la membrane parce que je savais qu'il fissurait. 1 an plus tard, même pas 8 mois plus tard, ma fondation était fissurée vis-à-vis chaque fenêtre parce que c'était la faiblesse dans la fondation. Mais je le savais, c'était sûr que ça ferait ça. Parce qu'il y avait 60 pieds puis il y avait 4 ouvertures. Exact. Puis dès qu'il y a une ouverture, tu vas voir les fissures au-dessus des fenêtres comme ça, ce qui est tout à fait normal. Parfait. Parce que le béton fait un retrait en séchant. Good. On a comment isoler un plancher de bois pour que le son dans un 6 logis, pour isoler le son dans un 6 logis? Code du bâtiment, vous avez la coupe. Si c'est un vieux 6 logements, ou est-ce que c'est des solives en bois plein, et là, vous allez mettre vous pouvez mettre une polythène, la barre résiliente, puis dans la polythène, vous allez faire souffler, parce que souvent, c'est bien plein de fils électriques, on ne peut pas mettre la laine égale. Vous allez venir faire souffler de la laine en vrac, on va en mettre assez pour combler les trous partout. Parfait. Mais on va revenir encore à la même chose. Le sonnepain n'est pas nécessaire. Barre résiliente, double J-Prog. On regarde dans le code, il y a les bruits d'impact. Donc le bruit transmis par le plancher d'en haut, il vous montre comment le faire. Techniquement, 2 gyps, une barre résiliente, la laine, on serait supposé y arriver. Mais le plus important, comme j'ai dit tantôt, il faut absolument, quand le gyps va être posé, qu'il ne touche pas les murs de chaque côté. Exact. Et puis, il dit comment enlever les craquements de plancher. Ça dépend de l'âge de ta maison, mais si c'est une maison récente... C'est presque rustique, un craquement de plancher. Là, oui, mais je vais te donner quelque chose qui m'est arrivé et je ne le croyais pas. Okay? J'avais une maison avec des planchers... C'est le plancher de bois franc qui faisait du bruit et non le contreplaqué qui était sur les solides qui était mal collé. J'y ai pas cru, mais je l'ai vu faire. La dame, elle a mis de la poudre pour bébé. Elle a passé ça sur le plancher, puis la poudre pour bébé réussit à s'infiltrer dans les craques. Ça lubrifie comme entre les craques. Comme ça. Bon, dans ce cas-ci. Mais si c'est ton plancher... Chérie, mets de la poudre à bébé. Oui, mais si c'est ton plancher qui craque, parce que c'est le contreplaqué qui est décollé parce qu'on peut mettre cette colle après la solive, si tu as accès par en bas, tu peux réussir à renforcer en mettant un autre morceau sur le côté de ta solive, collé sur 2 faces. OK. Ça peut t'aider. Ça peut être bon, ça. On a Stéphane Laprise. Vous pensez quoi de la CCQ concernant les propriétaires de petits immeubles 6-12 logements qui ne peuvent faire leurs travaux d'entretien eux-mêmes, petite rénovation légalement? Oui, pire que ça, je vais donner un exemple. Tu es propriétaire d'un dépanneur, puis tu veux repeinturer la façade de ton dépanneur, mais tu n'as pas le droit de le faire. Puis, à moins, tu peux demander à un de tes employés, pas le propriétaire. Techniquement, tu peux demander à ton employé s'il est engagé chez vous depuis plus de 6 ou 8 mois à temps plein. Fait que c'est un peu déplorable. Je peux pas dire que c'est pas correct. Ce bout-là est un peu désuet. Oui. Tu sais, moi, en tant que propriétaire de multilogement, là, maintenant j'en ai beaucoup, mais quand j'en avais pas beaucoup, j'étais obligé de faire les travaux moi-même. J'étais obligé de me mettre illégal pour changer une toilette, mais on s'entend, changer une toilette, ça prend pas. Quand on a commencé l'émission, j'ai dit que j'étais concierge de mon petit bloc, là, mon vieux bloc, puis il fallait faire des travaux. Mais j'avais aucune compétence pour faire les travaux. C'est le gars de la quincaillerie qui nous expliquait quoi faire et qui imprimait une feuille. Je n'avais pas le droit. Lui, il retirait le peu d'argent qu'on faisait sur mon loyer. Je n'avais pas plus le droit, mais pour lui, c'était... C'est sûr que je ne peux pas me prononcer, c'est la loi, je ne peux rien faire là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que dans certains cas, c'est pas payant d'engager des monsieur minivan à 25$ à l'heure. Exact. C'est beaucoup plus payant de payer un entrepreneur. Payer le bon prix, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. La qualité, ça se paye. La performance aussi. Parce que des fois, payer un gars pendant 40 heures à 20$ de l'heure, il coûte plus cher qu'un gars. C'est peut-être mieux de payer un gars 35 pendant 10 heures. Ouais. 35, t'es vraiment pas cher. C'est une autre époque. Je n'ai aucune idée. C'est 65. pas moi qui paye les billes. 65, ça, c'est normalement dans un bloc comme ça. Il va falloir ça. que j'ai une discussion avec Eric. C'est un cadeau à 65. Oui. Rappelez-vous que les gars nous coûtent 58. Comment faire une bonne insonorisation pour une plomberie? On en a parlé tantôt. Ah, le fameux Barrymat. Le Barrymat, B-A-R-Y-M-A-T. Oui. J'ai appris ma leçon. Quelles sont les causes d'infiltration d'eau autour des fenêtres? Oh, le fameux Solent. Le Solent est différent, là. Il y a les petits côtés relevés. Oui, comme je t'expliquais en coulisses tantôt. On t'a dit en coulisses? Dans ton bureau. On n'a pas de coulisses ici, mais en tout cas. Coulisses, on parle d'infiltration d'eau dans des fenêtres, des coulisses. Hein? Oh, Guy Mongrain sort de ce corps! En réalité, là, c'est que la part des fenêtres, là, c'est vraiment causé par le haut de la fenêtre. Vous avez plusieurs... On s'est fait attaquer par une pièce.
95%. Je suis quasiment à 99%. Pourquoi? C'est parce que le soleil, s'il est Ça, c'est le soleil qui est en haut ou en bas? au-dessus de la fenêtre. Au-dessus. OK. 95% du temps, quand l'eau rentre, le Donc, soleil est le parement vient s'accoter ici. non. Non? Non. Il y a le Tyvek, autrement dit, le vrai revêtement de ta maison. Le Tyvek vient par-dessus ici. Ça, c'est la pellicule. Le tissu blanc là, de ta Tissu maison blanc qui est est marqué. collé avec le tape rouge. Ouais, bon. Bon. T'as pas un tape ici en passant. Parce Hein? que l'eau remonte pas fort. OK. Fait qu'autrement dit, là, ceux qui mettent des membranes goudronnées là, par-dessus ça, vous perdez de l'argent, ça sert strictement à rien parce que c'est le solin qui fait la job. Le solin, le mien, il est un peu haut parce que l'exigence, c'est seulement 2 pouces, l'exigence de hauteur. Mais ça, c'est mon standard à moi. Puis, regardez, le Tyvek va venir par-dessus ici. Fait que s'il y a de l'eau qui coule, elle coule ici, Elle elle sort coule par-dessus ici, la puis elle fenêtre. descend là, puis elle coule Ouais. au-dessus de la fenêtre. 80% des erreurs, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé mettre une fourrure à l'horizontale ici. Fait qu'à ce moment-là, quand l'eau coule, ou il a mis de la membrane goudronnée, puis il a pris la peine de mettre deux fourrures pour avoir de la place pour clouer sa finition. Finalement, quand l'eau arrive en arrière, rentre dans les clous par les fourrures, rentre dans la maison. Fait que soit que lui est inexistant, ou soit qu'ils ont mis du tape et qu'ils ont mis des fourrures. On n'a pas le droit de mettre des fourrures à l'horizontale, les fourrures doivent être verticales Ouais. pour que l'eau puisse circuler. Une fourrure, c'est C'est une demi par 2 La pouces. foraine. La foraine, la fameuse foraine. Foraine. La Et- foraine. Ouais. Là, attends, t'es parti avec mes Ah. notes, je suis tout fourré. Oh, j'ai dit fourré. OK. Savez-vous pourquoi ils appellent ça de la foraine? En fait, en anglais, une fourrure, c'est une furring strip. Même à faire furring strip, c'est une barre pour fourrure. Puis les gens, ils voyaient sur le paquet dans les époques où est-ce qu'on lisait moins bien. Là. Bon, ben, ils ont vu foreign. Fait qu'ils ont appelé ça de la foraine. La foraine. O-ring pour forest. Là, moi, je suis sur le bidon Siri ou je sais pas trop quoi. Donc. Merci beaucoup. Ah, j'ai plus de questions. Il n'y a plus de questions. On a passé à travers. Hey, merci aux mordus pour votre participation. C'est vraiment extraordinaire. Auberge Saint-Gabriel-de-Mai, si vous n'êtes pas inscrit, tu vas mettre un petit lien. Et c'est déjà mis. Parfait. Donc, demain, on souhaite vous voir là-bas, reçu 5 étoiles. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que si vous posez la question à quelqu'un qui a déjà participé à un des anciens lancements à l'Auberge Saint-Gabriel, il va vous dire lâche tout, va-t'en là en finissant de travailler. Formation le 16 février, je pars en vacances le 17. Imaginez comment je vais être en feu. Si vous voulez avoir du plaisir, si vous voulez savoir comment utiliser les prêteurs privés à votre avantage, c'est quoi le nom de la formation? Maximiser l'effet de levier avec le prêt privé. Donc, venez me voir. On va passer tout l'avant-midi ensemble. On va dîner ensemble. Puis, si vous avez besoin de tout l'après-midi pour comprendre, je vais être en particulier avec vous au restaurant juste pour ça. Merci beaucoup, Hugues. Merci. Continuez de Très suivre content. les capsules à Hugues sur les mordus et aussi sur ses réseaux à lui, à l'émission de Marina. Marina, oui. Donc, Marina. Il me manque quelque chose. C'est quoi, j'ai oublié de dire? Ah, mon chandail! Don't think of the cost. Think of the value. La valeur. Je pense que ça vient en lien avec ce qu'on disait aujourd'hui. Oui. Pensez pas au prix que ça coûte. Pensez à ce que ça va vous rapporter, à la valeur que ça a. Oui. Super important. Les mordus, même pas ce même heure la semaine prochaine, c'est un rendez-vous.